bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne de 2 mètres, c'est Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas mon cher Théo ? Écoute, moi je vais très bien, mais on enregistre avec la caméra et un peu en vidéo. Malgré le fond d'écran qui est lumineux et qui prend de la place, j'ai l'impression que t'es un cocard, Thierry. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Exactement. Mais ouais, en fait, quand j'ai arrêté le rugby, j'ai décidé de faire un sport de contact quand même. Donc c'est grâce à le Krav Maga. Bah tu sais, on fait des sparring de temps en temps et bon, j'ai reçu un petit droite bien sur la pommade. C'était bien sympa pendant toute ma semaine de boulot. Donc ouais, ça m'a redonné envie de jouer au rugby aussi, tu vois, parce que il me semble que j'avais fait des entretiens d'embauche avec un cocard aussi. Donc voilà, c'est toujours sympa. Ça donne un peu de caractère, je pense. Qu'est-ce que t'en penses notre deuxième pacte pote, c'est Amélie Maillet. Ben écoute, ça te va plutôt bien, hein. Ça me rappelle quelques bons souvenirs ponctuels dans l'année, mais voilà, si ça peut te raccrocher un petit peu au rugby, pourquoi pas. Ça fait un peu dur hein, comme ça, c'est bien. Écoute, on est là ce soir pour parler de ce super final. On va s'amuser dans cet épisode. Peut-être pas 100 minutes hein, quand même pour l'épisode. On va essayer de faire un peu plus vite. Mais aujourd'hui, on va parler de cette super finale Toulouse UBB. On va parler de notre tournée en Nouvelle-Zélande et tous les tournées, en fait, un peu de tour d'horizon d'été pour toutes les différentes tournées qu'il y a. Et en plus, un petit mot sur les Baby Bleus qui sont en train de jouer le U20 en ce moment. Tiens, un petit rappel, si vous êtes à côté de Toulouse, il faut aller dire un petit coucou à un autre pacte de potes, Yann Deleg, qui était gentil et qui est passé sur l'épisode de la semaine dernière pour nous rappeler que c'est Water Rugby à Toulouse ce week-end. Amélie, toi, tu es de Toulouse, est-ce que tu as l'occasion pour y aller ? Alors c'est vraiment devenu un moment ancestral dans l'année ce water rugby. Et non, je n'y serai pas pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai peur de l'eau. Alors, hors de question de plonger dans la Garonne pour marquer un essai, ça c'est sans moi. Et en plus, c'est la fin de l'année, donc comme beaucoup de clubs à travers la France, c'est le week-end de fin de saison chez les Tuquettes. Et autant vous dire qu'on va retourner l'endroit où on va aller. Donc non, on sera pas à Toulouse et on sera en train de festoyer notre bouclier comme il se doit, pardon. Donc en fait, la meuf est championne de France, elle veut retourner tous les bars de Toulouse, mais elle a peur de l'eau. C'est quand même pas mal. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une fille dans le pack. Mais qu'est-ce que tu mets dans ton pastis alors si t'as peur de l'eau ? Je bois pas de pastis, je bois pas d'alcool, je vais vous décevoir, je suis une rugby woman qui ne boit pas d'alcool. Non, mais c'est très bien. T'inquiète. Moi aussi depuis 2 ans, donc ça nous va bien. Écoute, si Amélie ne serait pas là, peut-être on peut demander à un de nos écoutrices, si je peux le dire comme ça, Katia, qui était très gentille, qui nous a fait un petit coucou l'année dernière. Peut-être elle fera la même. Écoute, sinon, si vous n'êtes pas à Toulouse pour le Water Rugby, vous pouvez, mais si vous êtes à Avignon, il y a quelque chose qui se passe aussi du 5 à 26. Bien sûr, c'est le fameux festival de théâtre et notamment, il y aura un thème rugby avec Raphaël Poulain. Donc, Raphaël, il va être là pour sa pièce qui s'appelle Quand j'étais Superman. Oui, Quand j'étais Superman, c'est effectivement un parcours de vie qui est retracé par Raphaël Poulain, qui est un gars issu de la Picardie, qui avait commencé le rugby, on va dire, un peu par hasard, puis qui est arrivé à Paris, qui a découvert le rugby dans sa Picardie natale, mais le rugby de haut niveau à Paris, qui a été champion de France junior et qui ensuite a enquillé avec le Stade français et qui est devenu aussi un fêtard assez invétéré, et il raconte cette époque avec les creux de la vague qui ont suivi, de cette époque où il avait l'impression que rien ne pouvait lui résister, où il pouvait tout casser. Et après, il a fait un gros travail d'introspection, donc il fait pas mal d'accompagnement, d'écoute aussi sur la santé mentale des joueurs, parce qu'il est passé par des pics de force et des pics de faiblesse. Et vraiment, si vous êtes à Avignon, c'est tout à fait atypique, mais je vous invite à aller voir ce spectacle, c'est très très chouette. Oui, on a eu 2 fois l'occasion de parler avec Raphaël sur ces sujets-là. C'est vraiment un gars bien qui explique ça en toute simplicité et humilité. Écoute les gars, je propose qu'on y va tout de suite dans ce final magnifique. Allez, on y va. C'est parti. C'est samedi soir et le démarrage est un peu comme les Jeux Olympiques avec un joli show. C'est pas Beyoncé, mais c'est très français. Allez, pour ce Super Bowl bleu, blanc, rouge, ou plutôt rouge, noir et bordeaux. Stade de France est plein avec une ambiance de fou. Des gens comme nous qui sont fans de ce sport. Il y a la magnifique Marseillaise. Et il y a du sourire sur les visages, comme le coach de Toulouse et certains joueurs aussi. On a parlé des arrières de Bordeaux la semaine dernière, mais on peut aussi parler des avants de Toulouse. On a Netty Marchand et Aldigéry.
Ensuite, Brennan et Flamand, Crow, Jelance et Willis, c'est un pack de folie. Il en faut pour faire face à Big Ben, Lamotte et l'inspecteur Jefferson Poirot. Le match commence, Malia va commencer plutôt avec un faute, avec un plaquage dans l'air, mais il va bien plaquer après, il est très actif dans ce début de match. 3 points partout à 4 minutes. Burroughs est en mode bonsaï ce soir avec des ballons hauts. Luku avec un long coup de pied pour le pénalité 6-3. Malia va bien défendre le coup d'envoi et la première mêlée est pour Toulouse. Marchand a du champ et Toulouse semble dangereux, mais Bordeaux s'organise en défense. Toulouse a une belle opportunité, Burroughs joue au pompier pour éteindre le feu. Toulouse égalise 6-6. Jack Willis et Crow sont très présents chez les Rouges et Noirs. Flamand aussi, il assure dans les airs. Un petit moment de folie, Jalibert y perce, Grarou y réplique. Toulouse tient bon, mais donne 3 points, 9-6 pour UBB à 26 minutes. 29 minutes, choix de la peine à touche pour Toulouse. Très grand poussé des avants, Jack Willis en particulier. Marchand y va conclure, mais tout ça, c'était pour rien parce qu'il y avait en avant. Mais pas grave, Jelance va mettre cet essai, le premier essai du match. 13-9. Et en plus, Bordeaux sont à 14 maintenant à cause d'un carton jaune. Malia a failli mettre un compte, mais il y avait avantage pour UBB. Et bim, le coup de pied à suivre pour Penaud. Lubel est figé sur place. Penaud va marquer et Bordeaux prend le lead 16-13. Et encore les avants qui à la réponse, mais les gagnés, Penatouche, Jack Willis et Unstoppable, 20-16 pour Toulouse à la mi-temps. Ouais, l'ambiance était très très chaude sur le terrain et à Toulouse, et c'était pas que à cause de la canicule. Ouais, on les a sentis pleins d'engouement et les regards étaient déterminés quand ils sont rentrés sur le terrain. Et puis très vite, on a vu que la pression a mené à pas mal d'indiscipline, ce qui a fait le bonheur des deux buteurs de part et d'autre, Lucu et Ramos, qui se sont répondus toute la soirée et qui donnaient l'envergure de ce match qui allait être serré jusqu'au bout. Ouais, on a une première mi-temps qui a des côtés un peu brouillons avec un engagement effectivement de folie. Toulouse qui tourne devant et de 4 points seulement alors que effectivement l'UBB aurait pu être distancé d'un petit peu plus que ça. Faut quand même noter le coup de patte extraordinaire de Lucu sur la passe au pied pour la grande classique du ballon, la passe au pied pour Penaud qui ensuite déboule là-dedans, comme toujours, les autres, on dirait des pions ou des Playmobil, ils n'existent pas. Quand il arrive avec de la vitesse et que le geste est juste avant, il est tout simplement d'une autre dimension. Donc ça, c'était chouette parce que ça a permis vraiment à l'équipe de l'UBB de recoller. Et j'ai trouvé les Toulousains très forts devant, on va le voir, mais quand même assez empruntés en attaque. Ils se trompent de côté plusieurs fois alors qu'il y a des franchissements. Il y a la super petite passe volleyée d'Entamac qui, derrière, donne une belle avancée. Donc ça, c'est spectaculaire et c'est très chouette. Mais on les sentait pas, Toulouse, dans une maîtrise collective très aboutie. C'est ça, moi, le sentiment que j'ai à la mi-temps. Ntamak et l'UBB va sortir en fait tous les deux pour un bobo différent dans ce deuxième mi-temps. Ça démarre fort pour UBB, Penaud presque, Morifalin a failli et finalement c'est Jalibert qui va la faire, 23-20 pour Bordeaux qui sont maintenant en tête. Repense direct des avants Toulouse, Willis encore, le plus anglais des mangeurs de cassoulet. C'est 27-23, Toulouse a Ramos en 10 et maintenant c'est au tour des arrières pour Toulouse. Mais c'est out of tune, ce n'est pas synchro, notamment Blair Kinghorn qui n'a pas fait un grand match. Flamand reçoit un petit tête contre tête par la 7 en face, deuxième carton jaune pour UBB. Toulouse ajoute un peu au score 30-23. UBB a besoin de trouver un réponse rapide et j'ai l'impression qu'ils perdent un peu leurs moyens. C'est 60 minutes et les avants ont toujours un peu les peps quand même. Marchand est toujours en marche avant, Crow et Flamand vont faire 50 mètres à eux deux. Jelance va sortir sous les applaudissements. UBB profite pour marquer un essai. Par Petit, le deuxième ligne, avec des belles appuis quand même. Il se rachète pour son carton jaune avant. Le match est relancé, 33-30 toujours pour Toulouse, mais UBB est vraiment revenu dans le match. 10 minutes à jouer, Ramos rappelle à son équipe de garder la tête froide. Il a raison car ce fin de match est très très chaud. UBB va camper chez les Toulousains pendant un bon moment, mais Toulouse gagne où ils sont forts, un mêlée ultra important à 75 minutes. Ramos avec quelques coups de pied millimétrés et une belle couverture en défense. 2 minutes de la fin, UBB va récupérer une pénalité importante. Le coup peut égaliser 40 mètres dans l'angle et sans problème 33-33 à la sirène. Oui, le scénario de l'égalisation, il est quand même complètement fou. Il est complètement fou parce qu'à 33-23, il reste moins de 10 minutes. Honnêtement, tout le monde se dit que c'est plié.
Et franchement, moi, je me disais, bon, bah voilà, le Stade Toulousain va gagner tranquillement. Ils ont fait l'essentiel. On y reviendra sur les grandes raisons. Et l'essai que marque, tu dis, Petit, effectivement, se rattrape sur son carton jaune, mais l'essai qu'il marque, c'est pas Petit qui le marque. C'est une action collective qui part des 20 mètres qui est exceptionnelle. Sans doute la plus belle du match. Donc là-dessus, il montre les Bordelais à quel point ils ont eu quand même de la ressource, à quel point ils voulaient y croire. Ils montrent aussi qu'ils sont pas champions d'Europe par hasard, parce qu'elle est marquée cet essai-là à un moment où tu es à 8 minutes de la fin, à moins 10, face au Stade Toulousain, c'est quand même exceptionnel. Quant au coup de pied de Lucu à la 80e, bah, c'est juste que c'est un immense joueur. Voilà. Immense joueur. Et je pense que moi-même, j'étais un petit peu dans le doute avec ce joueur pendant assez longtemps. Et là, depuis le match qu'il a fait en Irlande avec l'équipe de France cette année, je le trouve extraordinaire. Et je dois dire que là, hier, il m'a totalement bluffé. Ça a été vraiment le grand bonhomme côté UBB. Et j'ajouterais que sa petite interview de fin de match est d'une classe et donne aussi la dimension du bonhomme. Aucune aigreur, de la lucidité, exceptionnelle de bout en bout, Lucu. Voilà ce que j'ai envie de dire. Le retour au terrain a été terrible pour les supporters de part et d'autre, de constater que Ntamak et Bielbarré étaient pas rentrés. Et les images, les gros plans des caméras sur les deux joueurs étaient terribles à voir et à montrer toute la frustration de pas être sur le terrain et de subir en fait les attaques de part et d'autre. Donc ouais, du côté de Toulouse, nous à partir du moment où on a 10 points d'avance au clubhouse au TUC, on était soulagés, et cet essai et cette pénalité a jeté un espèce de coup de froid terrible, où on s'est dit mais c'est pas possible quoi, c'était fait, c'était plié et on va complètement perdre pied dans ces prolongations. Allez, on passe en prolongation. It's anybody's game. Eh ben, Toulouse va perdre un mêlée, mais au fou, il va assurer dans leur ruck après. Les petites erreurs commencent à accumuler. Tout le monde est cramé. Sauf Samu, qui va faire un joli contre-ruck, seul contre 3 personnes. Mais là, on passe à la ultra méga bonus, dernière 10 minutes de ce match, avant un tir au but potentiel. Penaud va récupérer un ballon important. Le terme War of Attrition vient à l'esprit. C'est une guerre d'usure, ce match. Les avants de Toulouse progressent. Kinghorn va attraper son premier ballon haut à 93 minutes. Pénalité pour Toulouse après un joli contre-ruck. Et ça passe pour Ramos. 5 minutes pour gagner ce match. Je lance avec un plaquage et un arrachage et la récupération tout en un seul action. Toulouse va piquer un touche et Toulouse va prendre son temps avec la dernière pénalité. 39-33 à 100 minutes. Une finale pour l'histoire. Ouais, on les a sentis un peu fébriles au début de cette prolongation, avec beaucoup d'occupation au pied, et à savoir qui allait commencer à vraiment rentrer dedans. Donc à cette mi-temps de prolongation, finalement pas de points marqués de part et d'autre. Et puis là, les Toulousains vont nous ressortir une espèce d'énergie de sortie d'on ne sait pas où. Et puis vont pousser les Bordelais 2 fois à la faute, et avec cette dernière pénalité que Ramos prend évidemment tout son temps pour taper, pour que raté ou pas raté, dans tous les cas les Bordelais n'aient plus aucune chance de pouvoir prétendre au Brennus. Oui, ça fait un triplé, puisque c'est 3 boucliers d'affilée pour Toulouse. Donc moi, c'est le seul truc qui me gonfle un peu, c'est qu'en fait, quand un championnat est tout le temps gagné par le même, c'est vrai dans tous les domaines. Ça finit par être chiant en fait. Donc c'est mon seul regret, parce que je trouve que cette victoire est plutôt méritée. D'abord, ils avaient fini premier de la saison régulière, et ensuite ils ont été se le chercher comme des joueurs de rugby. C'est-à-dire que ils se sont pas dit on va la faire à la toulousaine, le jeu total, je sais pas quoi. Non, ils ont dit on va leur casser la gueule devant et après on verra. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils les ont dominés devant de bout en bout. En mêlée, Bordeaux a souffert pendant tout le match. En conquête, c'était à peu près équilibré en touche. Bordeaux a été pas mal en contre, mais Toulouse quand même a tiré son épingle du jeu. Et dans les rucks, il n'y a pas eu photo. Et dans les phases de maul, notamment sur touche, etc., ils ont été très très supérieurs. Et ils ont clairement construit leur succès là-dessus. Je suis exaspéré qu'on donne le titre de meilleur joueur du match à Thomas Ramos. C'est n'importe quoi. Ça prouve encore que ces trucs sont décernés par des trompettes qui comprennent rien à ce jeu. Ne pas donner le titre de meilleur joueur soit à Jelonge, soit à Willis, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est complètement stupide. Donc si dès qu'un mec en qui il tire sur 6 au pied, il a l'homme du match, donnons le mec donnons le titre de meilleur joueur au buteur à chaque fois, comme ça ce sera plus simple. Ça vraiment ça m'énerve. Et puis à côté, je trouve que
l'UBB n'a vraiment pas manqué de panache parce que revenir, comme je l'ai dit, c'était exceptionnel. Ils ont fait ce qu'il fallait pour ça, mais ils se sont trop fait distancer. Ils ont fait la course après le score, après 2 cartons jaunes qui leur ont coûté hyper cher. Ils prennent 2 essais sur la première infériorité numérique, la sortie de Petit. Donc même s'ils marquent après, cette faute-là, elle fait beaucoup trop mal. Elle est stupide. Celle de Beauchaton, malheureusement, elle fait très très mal aussi. Et donc, in fine, je trouve que c'est une victoire plutôt morale pour Toulouse, qui reste la première équipe du classement, qui a été le chercher devant, qui a fait l'essentiel, qui a pas tout mélangé. C'est pas on veut jouer le plus beau rugby, c'est on veut être champion de France. Et là-dessus, je leur rends hommage. Mais je suis très déçu pour l'UBB parce que je trouve qu'ils auraient mérité d'être champions. Le fait d'être revenus, imagine le bonheur s'ils avaient été champions derrière pendant la prolongation. Ça aurait été encore plus beau, je crois, que le triplé de Toulouse. Donc je suis un peu malheureux pour eux. Ce qui est incroyable dans ce match, c'est que j'ai beaucoup des souvenirs de comment ils ont joué Toulouse et j'ai pas beaucoup de souvenirs de comment ils ont joué UBB, en fait. Et même avec 2 cartons jaunes de plus, ils ont quand même resté dans le match. Et pour moi, comme tu dis, je trouvais les avants de Toulouse incroyables, mais je me disais après le match, mais comment ils ont fait UBB pour rester dans ce truc? Parce que pour moi, il y avait il y avait pas forcément des grands écarts. En fusion. Mais quand même, Toulouse était vraiment in charge. Ouais, ils étaient vraiment présents dans ce match. Donc, j'étais surpris de voir que UBB est resté là. Et donc, moi, je pense que dans le sport, parfois, c'est avec le cœur. Et vraiment, ils étaient là, pas vraiment juste le talent, mais vraiment avec le cœur, en fait. C'est ça qui les a fait accrocher. Ils perdent aussi sur des petits riens, comme on dit. Gazzotti fait un très mauvais match. Il fait un moment, il y a eu une percée, il a la balle plein champ, il fait un en avant grossier au milieu de la pelouse. C'est absolument terrible. C'est un en avant qui coûte très cher. Je trouve que le petit Conorsa, quand il est rentré, il a pas été bon. Il fait une faute grossière aussi pour une pénalité, pour un plaquage où il se jette au sol. Franchement, c'est pas digne de ce niveau-là. Donc, ils ont fait aussi des fautes grossières en donnant aux Toulousains le bâton pour les battre, quand même. Ouais, alors en plus, on aura vraiment eu 2 finales historiques qui se seront jouées entre les deux. Cette branlée monumentale l'année dernière, et c'était tout à l'honneur de l'UBB de batailler toute l'année pour avoir cette 2e place totalement méritée au classement et d'aller en finale. Et ils nous ont offert une finale qui largement efface le tollé de l'année dernière. Je te rejoins totalement sur le joueur du match. C'est une honte. On voit que le mec qui marque des points, mais tu récompenses pas les mecs de l'ombre, et notamment voilà, les avants ont été monstrueux hier soir, et des mecs comme Jelonche et Willis. Jelonche, tu sentais que le gars était là pour écraser tout ce qu'il en pouvait, quoi. Il était blessé sur les autres finales. C'était sa première finale de top 14. Et clairement, c'était écrit sur sa gueule qu'il allait pas passer à côté, quoi. Et Willis, il a été hier soir à l'image de toute la saison en top 14, un mec que tu veux absolument pas dans tes pattes sur un terrain, et tu as l'impression que tu l'as partout. Tu lèves la tête, il est devant toi, t'es au sol, il a le ballon déjà dans ses mains. C'est une plaie. Sur les grattages, il est infernal. Et l'un des deux aurait largement. Il méritait l'un comme l'autre de l'avoir. Et effectivement, Ramos, c'est très bien. Il fait son taf. Mais voilà, il fait son taf. Et effectivement, récompenser toujours le buteur, ça devient insupportable. C'est un peu ridicule. Moi, j'ai bien aimé quand même aussi le coup de poker d'Hugo Mola, qui fait une composition un peu inattendue. Mettre Joshua Brennan titulaire en 2e ligne, c'est quand même un sacré coup de poker. Alors, tu t'en rappelles peut-être... Amélie, même si tu étais toute petite à l'époque, mais Joshua Brennan, c'est le fils de Trevor Brennan, qui a été un Irlandais. Les gars, j'ai travaillé pour Trevor. T'as travaillé pour Trevor, donc tu sais. Donc je connais très bien Trevor, je connais Josh. Il fait partie de ces joueurs qui sont les fils de joueurs étrangers qui sont venus jouer en France et qui ont fait souche en France. Donc c'est quand même assez incroyable. Je trouve qu'il fait un très beau match, et surtout ça leur a permis de faire rentrer Mani Meafou comme impact player, qui fait une très grosse rentrée. En fait, il rentre pas longtemps, mais il met les mecs sur le cul dans l'axe à plusieurs reprises à un moment où c'est absolument déterminant. Et ça, je pense que c'est très bien joué de la part d'Hugo Mola, qui, à mon avis, aussi a su trouver les mots dans la période post-élimination demi-finale de Coupe d'Europe, etc. On l'a vu d'ailleurs quand même très ému, très touché à la fin. Et je pense que c'était sincère. À mon avis, il a été quand même assez loin dans ce qu'il leur a dit pour leur dire, les gars, vous êtes au Stade Toulousain, vous n'êtes pas à Digoin, là. Donc, sortez-vous. Il y a ça, et puis il faut aussi rappeler que le Stade a eu un début de saison chaotique
entre le décès de la femme de Tekori, Hélène, et le petit Mehdi qui est décédé en Afrique du Sud. Et la victoire leur a été dédiée hier par Hugo Mola et pas les joueurs. Et je pense que c'était aussi pour ça que pour eux qu'ils ont joué hier. Et quand on joue au rugby, on joue pour soi, pour les copains et pour tous ceux qui peuvent pas être là. Et je pense que ça les a aussi beaucoup portés et pour ramener la victoire hier soir. Ouais. Quelques petits trucs pour boucler par rapport à Je lance. Il y avait un moment, je pense que c'était genre 94e minute. Il reçoit un passe lambda, tu vois, de Ramos. Et en fait, il fait le truc que tu fais à l'entraînement où il regarde le ballon jusqu'à c'est dans ses mains. Tu vois, et après il le mit au chaud, et après elle avance pour faire ça. C'était incroyable. Je disais, ce mec, il a la concentration, il a le spirit à ce moment-là, après 1h30 de rugby, de faire ce petit geste pour être sûr de protéger son ballon. Et j'étais vraiment, je trouvais ça incroyable, quoi. Non, c'était évidemment l'homme du match, hein. Enfin voilà, on l'a dit. Moi, j'ai un tout dernier truc sur cette finale. Je pense qu'ils se sont complètement trompés en titularisant Louis Bielbarré. Je pense qu'il n'était pas remis. Peut-être que les médecins avaient dit qu'il pouvait jouer médicalement, mais on voyait bien qu'il n'était pas là. Il était blanc comme un linge. Il était l'ombre de lui-même. Il n'a pas été dangereux du tout, et il sort à la mi-temps. Donc, pour moi, c'est une grosse erreur de l'avoir mis. Je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre Retière tout de suite. Retière, c'est un sacré joueur, d'ailleurs. Il a fait plutôt une bonne rentrée. Et je pense qu'il vaut mieux mettre un Retière à 100% qu'un Louis Bébé à 60, quoi. Petit dernier truc, il y a Jack Willis qui, en fait, tout le monde en Angleterre, ils disent « Ah, on devrait l'avoir sur l'équipe d'Angleterre quand même, il faut qu'on arrête avec cette règle. » Tu vois, je trouve ça assez marrant. Et en plus, il y avait le petit bisou, je suis pas sûr si vous avez vu l'image de bisou entre Kinghorn et Willis qui fait les tours des... Moi, je trouve ça magnifique, ils sont là, ils s'embrassent sur la bouche et je trouve ça très drôle. Par contre, Kinghorn qui fait pas la fête, il saute dans l'avion pour aller où? Aller jouer avec les Lions à Australie. Alors Kinghorn qui a quand même fêté son titre en slip toute la soirée. Je sais pas si vous l'avez vu dans le Stade de France sur les enceintes, dans la conférence de presse en slip. Le gars était en slip, Stade Toulousain. Mais tu sais, Amélie, pour un Écossais, c'est déjà très bien d'être en slip. Parce que normalement, ils en ont pas de slip. Donc, c'est déjà très bien. C'est vrai. Allez, avant de partir sur un autre sujet, tiens, j'étais curieux, qu'est-ce que tu faisais alors pour Trevor Brennan? Eh ben, Trevor a un bar, il a eu un bar en ville pendant plus de 10 ans et il en a ouvert un autre en banlieue à 5 km de chez moi. Et j'ai travaillé comme serveuse pour Trevor pendant 4-5 ans. Donc ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté finalement. Donc j'ai vu les garçons jouer, j'ai vu Danny champion de France avec les espoirs et ben toute cette génération là qui avait débarqué évidemment chez papa pour fêter le titre. J'ai connu Joshua qui a été appelé pour la Coupe du Monde U20 en Argentine, je pourrais pas te dire, il y a peut-être 3-4 ans. Il était en terminale, il avait raté le bac. Du coup, il avait pas passé le bac. Et c'est moi qui l'avais préparé au bac de rattrapage en septembre. Je lui avais donné des cours particuliers. Ah oui, donc tu les connais très, très bien. Oui, je les connais depuis plus de 10 ans. Je suis déçu de le savoir un peu trop tard. On serait passé dans le bar, tu nous aurais payé des coups gratos, ça aurait été parfait. Ah oui, grave. Tout peut se rattraper. Je vous rappelle que vous avez... une finale à rattraper, donc on trouvera bien le moyen de vous faire descendre à Toulouse, oui, les garçons. tout à fait, absolument. Génial. Allez, on va parler des autres championnats. Et si ça vous gêne pas, on va démarrer avec les États-Unis parce que comme j'avais dit, c'était the New England Free Jacks against the Houston SaberCats. Et finalement, c'est New England qui ont gagné pour la 3e fois. En fait, ils sont champions. Et je savais pas, mais en fait, tu sais, aux États-Unis, on est très ring. Oui. Tu vois, on a toujours des bagues qu'on aime bien porter. Mais finalement, ils ont copié les Français là-dessus. They have the Shield et ça s'appelle the Shield, tu vois. Et j'ai mis une image là-dedans. Et en fait, c'est un truc assez pointu. Donc, si tu imagines ce gros truc qui pèse lourd, si ça tombe sur le pied, je pense que c'est la fin de ta carrière quand même. Mais bon, je trouve ça assez marrant. Et bon, voilà, ils ont gagné 28-22 des New England Free Jacks. Et tu sais quoi, mon cher Théo? Je sais pas quoi, non. Ils ont un Sudaf. C'est Wayne Vanderblank. Évidemment, Thierry, il y a toujours un Sudaf dans une équipe. Je l'ai toujours dit, moi j'y peux rien. C'est comme ça. Alors, il y avait aussi des autres finales ce week-end de pas mal de championnats, Thierry. Donc, en Fédéral 1, l'US Tyros a gagné contre l'Union Drancy-Saint-Denis Rugby 93. On sait qu'il y a beaucoup de rugby dans le 93. Beaucoup de rugby féminin aussi, beaucoup de filles qui viennent de 93 et qui vont ensuite irriguer les équipes un peu partout. Mais Tyros a gagné 28-25, donc d'assez peu. Et c'est un gros coup pour Tyros qui est aussi champion en espoir fédéral.
Donc ça valorise quand même la formation de ce club landais historique qui était en Pro D2 pendant très longtemps. Moi, avec le Racing à l'époque, on les avait dans la poule pendant des années. On n'allait jamais gagner là-bas, c'était l'enfer parce que à domicile ils étaient intraitables. Voilà. Fédéral 2, c'est les Cadurciens, donc Cahors, qui a battu l'US Vinec, qui est un patelin à côté de Grenoble, 29-19, un peu plus large. Donc Cahors, le Lot, qui tire son épingle du jeu. Beaucoup de monde dans le sud-ouest, quand même. Ouais, comme toujours. Ça va, toi. Eh ben justement, sur le troisième, c'est pas le sud-ouest, madame. Thierry, c'est toi qui dois en parler, je crois. Exactement. En fait, donc pour celle-là, c'était Saint-Claude en fait qui était face à Rodez. Saint-Claude a gagné 39-21. Et tu sais, la dernière fois j'étais à Saint-Claude, j'ai envoyé un petit texte à un certain Baptiste Pesanti qui a passé sur l'émission parce qu'en fait il a joué là-bas et j'ai eu l'opportunité de l'interviewer pour Pack de Potes. Et donc j'ai envoyé Guess Where I Am ou devenez où je suis. Saint-Claude d'ailleurs qui va monter en Fédéral 2 et aussi ils ont fait un petit embauchement, si je peux dire comme ça, de choc. C'est un Fidjien qui va arriver, Taleboula, qui a apparemment passé du temps à Bordeaux et à Bayonne. Donc voilà, donc il va finir sa carrière à Saint-Claude, pas loin de chez moi, dans le Jura. Et ils ont battu Rodez. Et tu sais quelle est la spécialité de Saint-Claude, Thierry, à part le rugby en Fédéral 3 The Pipe. Absolument. Et chez les jeunes, en fait, aussi, c'était les finales, dernier week-end des finales. Finalement, les jeunes Réchel Espoir Elite sauvent l'honneur pour l'UBB parce qu'ils ramènent quand même un bouclier dans la ville ce week-end. Et puis encore pas mal de villes occitanes. Hein. Je vois que Nîmes a gagné chez les Espoirs nationaux. Donc, on a quand même pas mal de boucliers dans le sud-ouest encore cette année. Les Crabos, c'est Montferrand, qu'on appelle encore en jeune l'AS Montferrandaise. Hein. C'est pas Clermont, c'est l'AS Montferrand à l'époque. Ça ne rajeunit pas, mais même les seniors s'appelaient comme ça. On va parler des U20 après, mais en fait, en National U18, c'était des US Isuriennes et de mémoire, en fait, c'est un de nos autres invités ici à Pack de Potes, c'est Monsieur Ruzigby. Si vous êtes sur Facebook, en fait, il faut aller le suivre, Monsieur Ruzigby. Il est passé sur l'émission il y a très longtemps. C'est un écrivain aussi. Il a écrit un livre qui s'appelle Le rugby, c'est sérieux, mais c'est pas grave. Donc bien pour le rugby auvergnat. Montferrand, Issoire. Allez, on va passer rapidement aux Lions, qu'ils ont oublié qu'ils ont perdu contre les Argentins la semaine dernière. Là, ils étaient contre the Western Force en Australie. Ils sont bien arrivés. Et dans la presse anglaise, ils disent les Lions démarrent bien avec quelques jolis mots pour Henry Pollock qui a fait un sacré match. Et apparemment, les Australiens l'aiment autant que nous, car ça chauffait un petit peu pendant le match. Et dans la presse, maintenant, ils la nomment The New Villain in Town. C'était 7-7 à 6 minutes, mais enfin, ça finit à 54-7. Pas trop de surprise. Il y avait quand même 23 plaquages pour un certain Van der Flyer et 14 ballons portés. Et l'homme de match, tu vas aimer ça, mon cher Théo, pour un deuxième ligne, Joe McCarthy d'Irlande. On n'est pas les seuls d'avoir un tournée d'été. En fait, tous les autres pays vont le faire aussi. Je vous propose, les gars, que je vous dis les différents matchs des différents pays et vous pouvez me dire combien de matchs vont-ils gagner. Donc, par exemple, il y a Italie cet été. Et ils ont joué ce week-end contre Namibie et ils ont 2 matchs contre Afrique du Sud. Donc, à votre avis, combien de matchs est-ce qu'ils vont gagner, Italie? Contre l'Afrique du Sud, 0. Ouais, un seul. Hein. Ouais. Sans avoir vérifié le résultat de ce week-end, je pense qu'ils gagneront que la Namibie. Ouais, ils ont déjà bien gagné une Namibie, c'était 73-6, mais les deux autres, ça reste difficile. Pays de Galles, ils ont 2 matchs contre le Japon, donc combien de matchs est-ce que les Pays de Galles vont gagner, à votre avis? Il faut qu'ils en gagnent un, parce que là, sinon, c'est la série qui continue. Et si même contre les Japonais, ils perdent, là, je crois qu'ils peuvent plus la fédérer. D'accord, un partout, vous dites. Il faut qu'ils en gagnent au moins un, là. D'accord. Et ensuite, on a Irlande, Géorgie et Portugal. Non, l'Irlande gagne les 2. Oui, je pense. Mais peut-être avec un score serré. Je l'espère en tout cas. Que la Géorgie montre qu'elle est capable de rivaliser et titiller les clubs européens. Depuis le temps qu'elle l'affirme, voilà, on espère en tout cas un gros match pour confirmer. Et j'ai un peu peur pour nos amis portugais. Qu'on embrasse, n'est-ce pas, Arthur? Pour l'Écosse, c'est contre Fidji et Samoa. Non, ils gagnent tout. Pour l'Angleterre, ça va être contre l'Argentine. 2 matchs contre l'Argentine et ça finit contre USA. Je pense que ça va être compliqué contre l'Argentine et
Et oui, contre les Américains, ça va le faire. Mais l'Argentine, je prévois deux matchs assez serrés quand même. Alors, en plus, si je comprends bien, toutes ces équipes britanniques, elles ont pas leurs meilleurs joueurs parce qu'ils sont avec les Lions. Et voilà. Donc, c'est quand même chaud, hein. Ouais. Du coup, je verrais bien, moi, les Fidjiens taper les Écossais parce que il leur manque du monde. Et je verrais bien les Argentins taper les Anglais. Par contre, je suis désolé, mais je pense que les Américains ne vont pas y arriver. Non, désolé, Ticket. Ouais, non, ça arrive. Et tiens, en fait, celle-là, c'est le plus difficile. USA, on va être contre Belgique, l'Espagne et l'Angleterre, mais c'est difficile de dire si on va gagner un match ou deux ou zéro. C'est compliqué. Bon, la Belgique, non, la Belgique, il y a moyen que vous passiez. Contre l'Espagne, ça dépend s'ils ont des settistes, hein, parce que l'Espagne, rugby à 7, si les mecs font beaucoup la balance entre le 7 et le 15, certainement plus que chez nous, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, je les connais pas assez, mais Thierry, parce que c'est toi, je vais dire que je pense qu'ils vont taper les deux. Oh, t'es gentil. Tiens, en parlant d'Espagne, on va parler tout de suite parce que c'est quand même le champion du monde de U20 en ce moment. Et la France a joué contre notamment l'Espagne ce dimanche. Un match qui a démarré dans le chaleur, pas très loin de chez moi, en fait, à Verona. Pas très loin, ça peut être 6 heures, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû aller parce qu'il y avait pas grand monde dans le stade quand même. Espagne a ouvert la balle avec 3 points. À 8 minutes, le 8 de la France va sortir du mêlée et il va marquer un essai sans souci, 7-3. Mais l'Espagne recolle au score avec un penalty de 50 mètres. Il y a des jolis plaquages partout. Le numéro 6, Baptiste Brits, il va marquer essai numéro 2, 14-6. Les Espagnols avec un petit chip and chase sympa, mais ça s'arrête là. Pas mal d'erreurs et fautes pour côté français. Les Espagnols sont toujours présents dans le match. Il manque un peu de vision par les jeunes coqs, on va dire. Ils choisissent le mauvais côté ou ils frôlent trop avec les extérieurs sans revenir en centre. Carton jaune contre l'Espagne et un deuxième ligne de loup va marquer, il s'appelle Bartholomew Sampson, 21-6. Le 11 de la France joue bien, Nolan Dongui, et tout comme le 8, Mathis Barrett, il va marquer un doublé, et il m'a fait beaucoup penser à Charles Olivon. L'Espagne n'est pas mort par contre, ils vont marquer à 57 minutes. Le match va finir quand même à 49-11, mais l'Espagne qui va finir le match plutôt beaucoup plus présent que j'aurais cru, et la France plutôt confiante pour la prochaine match contre Pays de Galles. Ouais, les petits. Alors on rappelle que la Coupe du Monde chez les U20, c'est tous les ans et pas tous les 4 ans comme chez les filles ou chez les garçons. Et puis il y a une grosse déconvenue pour les Français l'année dernière qui ont perdu en finale contre les Anglais alors qu'ils étaient triple tenants du titre. Donc forcément ils avaient à cœur de démarrer cette compétition avec la manière, contre une équipe qui sur le papier est beaucoup plus faible qu'eux, donc le score est sans appel, mais un score logique et un score qui devait être logique pour les mettre en confiance. Et en plus, j'ai pris plaisir de regarder parce que Lennec Corsen, qui a passé plusieurs fois ici à Pactopod, elle est sur l'équipe TV en ce moment, donc c'est vraiment chouette de la voir sur l'émission. Ouais, Lénaïque, qui est une ancienne internationale du rugby à 15 et qui est très investie sur le rugby. Elle a créé une académie Rugby Girl et effectivement, elle est de plus en plus médiatisée en dehors du terrain et c'est vraiment très bien d'impliquer des anciennes joueuses qui ont totalement les compétences pour pouvoir commenter des matchs. Et effectivement, c'est un plaisir de l'entendre. Et elle a vraiment régalé aussi à l'écoute. C'est toujours agréable d'avoir une commentatrice qui sait de quoi elle parle. Pour les premiers matchs de ce tournoi, en fait, l'Angleterre a battu l'Écosse par beaucoup, comme l'Afrique du Sud a fait contre l'Australie. La France a gagné, Irlande a gagné aussi avec un peu de difficulté quand même, 35-28 contre Géorgie. Argentine a gagné contre Pays de Galles, nos prochaines ennemis, on va dire, 34-27, et Nouvelle-Zélande avec beaucoup de difficultés contre Italie, parce qu'ils sont chez eux, mais 14-5. Allez mon cher Théo, peut-être tu as envie de parler un petit peu de NBA, parce que c'était le draft. Ben ouais, mais la draft, on va finir par parler français dans ce truc, Thierry, parce que l'année dernière, c'était notre cher Victor Wembanyama qui avait vraiment animé le truc. Bon, là, c'est pas un Français qui a été premier, mais on en a quand même 3 qui ont été pris. Noah Essengue, Johan Beringer
et Nolan Traoré. Donc c'est quand même assez fou. Au premier tour, ces trois-là, ils vont respectivement aux Bulls, à Minnesota et aux New York Nets. Donc c'est quand même des super clubs. Et moi j'aime bien qu'il y ait un Français à New York, comme il y avait Joachim Noah pendant pas mal d'années. Et puis en basket, moi j'ai découvert un truc ce week-end. Il y a un gars qui s'appelle Olivier Rioux. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce mec. Il va jouer en NCAA l'année prochaine aux Florida Gators. Et figure-toi qu'il mesure 2,36 m. C'est un Canadien. Il fait 15 cm de plus que Victor Wembanyama, le mec. C'est complètement fou. Et en fait, il a 19 ans. Il a fait une première année sans jouer, mais avec tous les entraînements, etc., avec les Florida Gators. Et là, il commence en NCAA cette année. Alors, il s'appelle Olivier Rioux, donc on dirait un Français. Ses parents, ils ont des noms complètement français. C'est un Canadien francophone. C'est quand même dingue. Il est plus grand que Manute Bol, que Jorge Murezan, qui étaient les mecs qui faisaient 2,30 m, qui étaient les légendes du basket. Quand je le regardais, quand j'avais, avec mes cousins à l'époque, qui habitaient aux États-Unis et tout ça, on adorait Manute Bol. Le mec faisait 2,31 m, il fait 5 cm de plus que Manute Bol. C'est complètement fou. Incroyable. Tiens, University of Florida, c'est Gainesville. J'habite à Gainesville. J'ai fait 1 an de lycée à Gainesville. J'ai fait tous mes années de collège à Gainesville, où il y a la University of Florida. En fait, mon cher Théo, il y avait 6 en total des Français qui étaient pris, parce que là, t'as nommé les 3 premiers. En fait, il y avait 3 autres. Ouais, il y avait 3 autres sur le deuxième tour. Ça fait 6. C'est un record, en fait. 6 joueurs, parce qu'il y avait 5 joueurs déjà pris l'année dernière. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un joueur presque dans tous les clubs. Je pense qu'il y a 18 joueurs ou quelque chose comme ça qui sont titulaires, pas titulaires, mais au moins qui voient beaucoup plus de temps sur le terrain. Donc, bravo la France pour nous faire des super joueurs de basket et du rugby. Ouais, c'est top parce qu'en plus ça faisait vraiment 2 ans qu'on faut quand même le insister et le rappeler. Ça fait 2 ans que des Français étaient choisis au premier choix de la draft après Victor Wembanyama. L'année dernière, on a eu Zachary Risacher. Et donc forcément, chauvin qu'on est, on attendait avec impatience que des Français soient pris. Alors on n'a pas eu les tout premiers choix, mais on en a un dans le top 10 et 2 dans le top 20, et puis les 3 autres Français qui ont été pris au second tour là en fin de semaine. Donc c'est vraiment top, ouais. Zachary, que j'ai vu jouer un match en Bourg-en-Bresse, parce que je suis allé voir pour un prépa pour mon fiston. Donc avec lui, on a vu un match de Bourg-en-Bresse. On a vu le future number 1 draft pick, et en plus on a mangé dans le meilleur pizzeria napolitaine du monde. C'est un Français, c'est un fan de rugby qui est à Bourg-en-Bresse. C'était un bon moment. Bah, dis tout de suite son nom, que éventuellement des écouteurs puissent y aller. Le restaurant s'appelle la Puzzinella. Bon, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je suis très impatiente que l'été se passe, même si on va bien en profiter, pour que la Coupe du Monde des filles démarre, d'autant plus que j'y serai. Et j'ai très hâte de pouvoir en parler avec vous et surtout vous recadrer si jamais vous êtes pas à fond derrière les Bleus. C'est très bien. Oh putain, va falloir qu'on bosse un peu nos fiches. Écoutez, chers écouteurs, on vous embrasse. Évidemment, comme toujours, on vous demande de liker nos épisodes sur les différentes plateformes sur lesquelles vous allez les chercher, de les partager avec vos amis, tous ceux qui, comme nous, comme Amélie, comme Thierry, comme Charlie et tous les potes du pack qui sont passés, ont plein de choses en commun et surtout le cœur ovale. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.